pour commencer, tu sais, essentiellement, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi la dopamine? C'est une molécule? C'est une hormone? C'est quoi exactement? Ben, on peut la qualifier comme neurotransmetteur. Ça veut dire un messager chimique dans notre cerveau, comme d'autres molécules dont on entend parler aussi à l'occasion, si on pense au glutamate, au GABA, à la sérotonine, à la norépinéphrine, donc des messagers chimiques qui agissent comme dans la signalisation entre les cellules dans notre cerveau. C'est un peu une hormone aussi jusqu'à un certain point, parce qu'une hormone, c'est aussi un messager chimique, mais qui agit typiquement à une distance de son site de production. Donc, si on pense aux hormones, il y a des hormones qui sont sécrétées par notre cerveau puis qui vont agir sur nos organes en périphérie. Là, OK, on parle d'hormones. Mais quand c'est un messager qui agit à très courte distance dans le cerveau, on l'appelle un neurotransmetteur. Puis est-ce que c'est la même chose que le système dopaminergique? Quand je faisais mes recherches, je voyais dopamine et système dopaminergique. Oui, le système dopaminergique, c'est un terme un peu plus large qui inclut les neurones qui produisent la dopamine, puis aussi les cellules qui ont des récepteurs pour la dopamine, donc qui vont réagir à la dopamine. C'est ça le système dopaminergique dans son ensemble. OK, je comprends. Puis essentiellement, la dopamine, c'est vraiment ça se passe tout dans le cerveau ou est-ce que ça agit aussi ailleurs dans notre corps? C'est pas mal dans notre cerveau que ça se passe. Il y a aussi un petit peu de dopamine ailleurs en périphérie. La dopamine peut aussi agir sur notre cœur, peut agir sur notre système immunitaire, mais ce n'est pas son rôle principal. Les plus grandes quantités de ce messager-là, c'est vraiment dans notre cerveau. Puis je suis curieux, vous dites le cœur. Comment est-ce que ça agit sur le cœur? Ben, le cœur c'est un organe qui est contrôlé aussi par les neurotransmetteurs. Quand on est très actif physiquement, magiquement, la fréquence cardiaque de notre cœur s'ajuste, hein, puis elle augmente. Puis quand on est au repos, elle baisse. Puis donc, elle s'ajuste parce que c'est contrôlé par le système nerveux périphérique qu'on appelle, donc le système nerveux végétatif. Puis ça, c'est un système qui utilise des messagers chimiques, principalement l'acétylcholine et la norépinéphrine, mais la dopamine peut aussi être utilisée pour agir sur ces récepteurs de la norépinéphrine sur le cœur. Donc, en médecine d'urgence, des fois, ils vont se servir de la dopamine pour donner un choc, finalement, pour repartir le cœur qui vient de subir un problème. OK. Puis de ce que je comprends, essentiellement la dopamine, tu sais, justement comme on a parlé dans les urgences, ils vont donner une dose de dopamine, mais dans notre système dopaminergique, la dopamine est constamment présente, je pense. C'est C'est pas ça. vraiment des hits ou des rushs de dopamine, là, c'est constamment là. Exact, c'est ça. Dans notre cerveau, habituellement, la dopamine est produite tout le temps, jour et nuit, 24 heures sur 24. Parce que les neurones qui produisent la dopamine, c'est des cellules qu'on appelle pacemakers. Un peu comme, encore une fois, les cellules de notre cœur qui déchargent de façon rythmique continuellement. On ne veut pas que le cœur s'arrête parce qu'on pourrait mourir, évidemment, assez rapidement. La dopamine, c'est un peu la même chose. On a besoin de tout le temps de la dopamine produite et sécrétée dans notre cerveau. Sinon, il y a plein de systèmes qui ne fonctionnent pas bien. Et les neurones dans le cerveau qui produisent la dopamine sont donc actifs. Ils font des potentiels d'action. On appelle ça des potentiels d'action. Ça veut dire de l'activité électrique, essentiellement, qui les garde actifs tout le temps. Donc, ils vont tout le temps sécréter de la dopamine. C'est quoi les principales fonctions de la dopamine? Tu sais, on dit justement ça circule tout le temps, c'est quoi les principales fonctions? Donc, dans notre cerveau, on s'en rend compte à quoi ça sert quand on n'en a pas assez ou quand on en a trop. Si on pense à la maladie de Parkinson, qui est le meilleur exemple de quand on n'en a pas assez, c'est une maladie pour laquelle il y a des symptômes moteurs, donc des problèmes de mouvement, des tremblements, des difficultés à initier des mouvements. Puis ça, les gens s'en rendent compte quand ils ont perdu à peu près 70 à peu près de la dopamine qu'ils ont dans leur cerveau. Jusque ce seuil-là, le cerveau réussit à fonctionner. Mais quand on a une perte de dopamine trop importante, là, le mouvement a de la difficulté à fonctionner. Donc, la fluidité du mouvement est perdue, la capacité d'initier le mouvement. Moi, je vois ça un peu comme l'huile dans notre moteur, là. Tu sais, en principe, les pièces peuvent bouger sans huile, mais ça ne fonctionne pas bien. Puis quand il en manque, le moteur surchauffe. Puis la dopamine, elle sert un peu à fluidifier les circuits dans notre cerveau qui contrôlent le mouvement. Ça, c'est un de ses rôles les plus importants. Puis, il y a d'autres rôles aussi de la dopamine, pas seulement le contrôle, la régulation du mouvement, mais la motivation, comme vous l'avez dit tout à l'heure. On a besoin de la dopamine pour nous motiver à accomplir toutes sortes de tâches qui sont essentielles pour notre survie. Donc, si on est à la recherche de nourriture, si on est à la recherche d'un partenaire sexuel, donc pour la reproduction, donc si on pense dans un concept, une perspective évolutionnaire, là, pas au jour le jour, mais il reste que ces systèmes-là ont été optimisés durant l'évolution pour ça, aller chercher des ressources.
Donc l'aspect motivationnel de la dopamine, c'est ça, c'est un système qui mobilise notre cerveau et nos organes, nos muscles pour aller chercher des ressources. Fait qu'on pourrait dire que la dopamine, c'est un peu ce qui nous a permis d'être ici aujourd'hui, en quelque sorte? Ouais, tous les animaux, ont de la dopamine, puis, sans dopamine, on a aussi un gros problème de motivation. Tomber dans un état d'apathie. Puis c'est ça, on a parlé un peu du Parkinson et le débalancement de la dopamine. Je vais vouloir en parler un petit peu plus en détail là, tantôt. Mais pour encore continuer à comprendre un peu, quand on parle justement d'un rush de dopamine, ou tu sais, c'est quoi le bon terme en fait? C'est un pic de dopamine? C'est quoi le bon terme? Ouais, on peut dire ça un pic de dopamine. C'est normalement, les grandes fluctuations de dopamine vont se produire quand nos neurones dopaminergiques, heu, perçoivent un signal dans l'environnement qui est important pour aller chercher des ressources, justement. Tu sais, on marche dans la forêt, on s'oriente, puis là, hop, on voit, je sais pas moi, on entend un bruit, on sent une odeur, hein, il y a un buisson quelque part avec des framboises, là, tu sais, OK, là, le système dopaminergique est actif, là, il va nous orienter pour trouver la ressource. Donc, c'est un système qui est à l'affût de signaux physiologiques importants. Puis quand il y en a, là, il va y avoir un pic de dopamine. Puis je suis curieux par tu sais, la dopamine qui est constamment présente dans notre corps versus un pic de dopamine. C'est quoi la différence? C'est-tu. C'est une bonne question. Puis en fait, il y a de la recherche qui se fait là-dessus. Moi, j'ai une équipe de recherche à l'Université de Montréal. Puis c'est justement une des questions sur laquelle on travaille présentement parce qu'il y a encore plein de questions fondamentales sur le fonctionnement du cerveau qui sont pas résolues pour le moment. Donc, la recherche sur le cerveau, c'est un grand domaine qui est en ébullition, là, je dirais, depuis une vingtaine d'années, là, particulièrement. Il y a beaucoup, beaucoup de découvertes qui se font. Et on réalise, plus on découvre des choses, plus on réalise aussi que nos connaissances sont quand même très limitées. Puis le cerveau, c'est un organe complexe, hein. C'est le plus complexe dans notre corps. Le cœur, le foie, le rein, les muscles, chacun de nos organes de notre corps sont complexes, mais le cerveau, c'est vraiment un autre niveau de complexité. Donc, à quoi ça sert la dopamine aujourd'hui? On connaît beaucoup de choses sur la dopamine, mais il y a encore plein de choses inconnues, comme à savoir justement quel est le rôle de la dopamine qu'on pourrait appeler tonique. Ça veut dire qu'il y a des niveaux continus ou plus ou moins stables de dopamine. Il y a un tonus tout le temps de base de dopamine dans notre cerveau. Et il y a ces pics de dopamine qui surviennent dans des conditions physiologiques. Et la plupart des chercheurs dans le domaine depuis les dernières 50 années, je dirais, ont focusé beaucoup sur le rôle de ces pics de dopamine, puis très peu sur les niveaux plus stables de dopamine qui sont aussi probablement très importants. Ah, mais j'ai hâte d'avoir les résultats des recherches que vous faites. Puis fait que pour bien comprendre, fait que ça agit sur la motivation, le plaisir. Y a-tu d'autres rôles principaux Il de y a la d'autres dopamine? rôles aussi. La dopamine, c'est aussi un messager qui contrôle la sécrétion hormonale, notamment chez la femme qui a eu un bébé, la lactation. La lactation, c'est un phénomène physiologique critique qui est donc contrôlé par des hormones, dont la prolactine. La prolactine, c'est l'hormone de la lactation, essentiellement. Puis, qu'est-ce qui contrôle les niveaux de la prolactine dans notre cerveau? C'est la dopamine. La dopamine est un frein sur la sécrétion de prolactine. Puis, la plupart d'entre nous, dans notre état physiologique de base, on ne produit pas de lait. Dans- mais, euh, mais dans les étapes finales de la grossesse, avant que le bébé naisse, ben, il y a des mécanismes qui se mettent en place pour stimuler les glandes mammaires. Puis, la dopamine joue un rôle là-dedans. C'est un exemple. Puis est-ce que ça a un effet sur notre énergie ou notre énergie de tous les jours? Tu sais, je pense à la motivation, quelqu'un qui a peut-être un peu plus d'entrain, as-tu un niveau de base de dopamine plus élevé? Ça, est-ce qu'on le sait un peu? On ne le sait pas vraiment chez l'humain. C'est difficile d'aller chercher cette information-là. Dans les modèles animaux, on peut mesurer la dopamine dans le cerveau des animaux par des méthodes qui impliquent de la microscopie. C'est pas des techniques qui sont faciles à appliquer chez l'humain. Il y a des techniques d'imagerie cérébrale qui nous permettent d'aller mesurer de façon indirecte les niveaux de dopamine dans le cerveau avec des traceurs radioactifs qu'on peut imager avec des appareils d'imagerie médicale. Mais ça nous donne des signaux vraiment à très faible résolution. Et on peut donc pas avoir un bon, une bonne connaissance des fluctuations de dopamine heure par heure dans le cerveau de quelqu'un en parallèle à son activité ou sa motivation. Mais on sait par contre que lorsqu'on consomme des drogues comme les dérivés d'amphétamine ou de la cocaïne, par exemple,
et plusieurs autres drogues, il y a des augmentations de dopamine qui se produisent dans notre cerveau, des augmentations importantes. Et l'effet de ces drogues qu'on appelle des psychostimulants, c'est justement de stimuler notre système de motivation de façon anormale. Donc, l'amphétamine, c'est connu depuis longtemps, là. Les pilotes se servaient de ça durant les grandes guerres mondiales pour augmenter leur niveau de vigilance. Et c'est parce que ça stimule globalement dans notre cerveau les niveaux de dopamine et ça nous met dans un état d'hyper-motivation et d'hyper-vigilance. Donc, momentanément, comme ça peut paraître utile, mais évidemment, pousser un système physiologique hors de sa zone normale de fonctionnement pendant longtemps, c'est jamais bon. Mais c'est aussi des drogues qui vont mener vers l'abus, donc vers la prise compulsive de drogue, la toxicomanie. Donc, c'est évidemment pas un état qu'on souhaite à personne. Non, non, effectivement. Mais ça, on va avoir la chance aussi de parler un peu plus là, de l'impact que ça peut avoir justement sur notre cerveau avec les drogues, la nicotine et tout ça. Hem, pour clore un petit peu la boucle, pour bien comprendre la dopamine, c'est quoi la différence entre dopamine, sérotonine? Parce que tantôt, vous l'avez mentionné, là, la sérotonine, juste pour qu'on comprenne un peu c'est quoi la différence des 2. Dans notre cerveau, il y a plusieurs neurotransmetteurs différents, plusieurs messagers chimiques, puis chacun a leur rôle préférentiel pour se réguler certains mécanismes physiologiques dans notre cerveau. Donc, la dopamine a les rôles dont on vient de parler. La sérotonine, c'est un autre messager chimique, un peu comme la dopamine, qui est localisé un petit peu à des endroits un peu différents dans le cerveau, qui va contrôler d'autres systèmes, notamment les systèmes qui sont importants pour notre gestion des émotions. Donc, on a besoin de la sérotonine pour ça. La sérotonine a aussi d'autres rôles, par exemple, dans le rythme circadien. Donc, il y a plusieurs, dans le sommeil, il y a plusieurs rôles à cette molécule. Puis la norépinéphrine, qui est un autre messager de cette famille-là, a aussi d'autres rôles plutôt centrés sur l'activation générale. Donc, c'est un peu comme quand on passe là, du sommeil à l'éveil, notre cerveau se réveille justement. Tous ces systèmes se mettent dans un état de fonctionnement de vigilance plus élevé. Puis la norépinéphrine, c'est un messager c'est un de ses rôles, disons, d'activer notre état de vigilance général. Puis est-ce que la dopamine agit ensemble avec la sérotonine et d'autres neurotransmetteurs ou c'est vraiment ils ont comme leur voix à eux et Oui, il y a quand même des interactions dans notre cerveau. Là, tous ces systèmes-là sont en interaction constante. Donc, des fois, ça devient difficile de savoir, d'attribuer un rôle très précis à une seule molécule. La plupart du temps, il y a une coopération entre, disons, la dopamine et le glutamate et le GABA, et avec la sérotonine dans certaines fonctions. Si on pense à, par exemple, la motivation, oui, c'est un rôle important de la dopamine, mais quand on pense à des maladies comme la dépression, dans lesquelles il y a des problèmes de motivation, un état d'apathie qui s'installe, il y a des changements de sérotonine, puis il y a aussi des changements de dopamine. Dans les maladies du cerveau et les maladies dites psychiatriques, il y a souvent un mélange de perturbations de plusieurs de ces systèmes. mmh Fait qu'il y a vraiment une relation entre toutes ces molécules-là et les neurotransmetteurs, ce qui doit rendre justement la tâche plus difficile là, pour, C'est ça. comprendre le fonctionnement de la dopamine. C'est pour ça que ça nous prendrait, idéalement, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent là-dessus présentement, d'essayer de développer des techniques pour mesurer ces différents messagers chimiques-là, tous en même temps. On a déjà des approches qui nous permettent de mesurer un, une de ces molécules à la fois, mais en mesurer plusieurs en même temps, c'est un des défis justement de la recherche actuelle. Puis on a aussi des projets là-dessus dans mon équipe à l'Université de Montréal, en collaboration avec un collègue au département de chimie qui nous aide à développer des nouvelles technologies pour détecter les neurotransmetteurs. On a hâte d'avoir ces résultats-là aussi. On associe souvent justement la dopamine à la molécule du plaisir. Comment est-ce que la molécule en fait, comment est-ce que la dopamine est impliquée, tu sais, dans le système de récompense du cerveau? Tu sais, comment ça fonctionne ça exactement? Le rôle de la dopamine dans le plaisir, c'est un peu une sorte de légende urbaine jusqu'à un Ah, OK, certain ça agit point. pas vraiment, C'est pas un neurotransmetteur du plaisir. OK. Peut-être que ça, c'est une notion qu'on entend souvent. C'est vrai qu'on l'entend souvent. Pourquoi on l'entend souvent? Probablement parce que quand on pense aux drogues d'abus, cocaïne, héroïne, ce sont des molécules qui, de façon subjective, donnent un état positif. Donc, les gens se sentent bien, se sentent puissants, motivés et tout. Mais c'est pas tout à fait la même chose que le plaisir. Puis, à ma connaissance, toi, je suis neurobiologiste, puis même moi, je ne peux pas vraiment vous donner une réponse précise, mais le plaisir, il y a pas une molécule dans le cerveau qui est responsable de ça.
Donc, on a toutes sortes de choses, d'états plaisants. Tu sais, on mange quelque chose de bon, ben, on peut ressentir un plaisir gustatif. On entend de la belle musique, on a un plaisir auditif. Ou dans le contexte sexuel, un orgasme, évidemment, c'est un état de plaisir physiologique, mais on ne peut pas attribuer ça à la dopamine. C'est pas son rôle principal. Peut-être qu'elle contribue avec d'autres molécules à cet état général, mais c'est pas le neurotransmetteur du plaisir. Ben, c'est bon à savoir parce qu'on l'entend vraiment, vraiment souvent, là. Ouais, Dopamine, c'est la molécule du ben plaisir, mais là, oui. je comprends que c'est pas C'est un exactement ça. raccourci, disons, c'est un raccourci. Exactement, c'est un raccourci, OK. Mais en science, on n'aime pas tout le temps les raccourcis. Ouais, c'est ça. Ça donne l'impression que ça, c'est le rôle de la dopamine, le plaisir, mais non, pas tout à fait. Il y a beaucoup plus de choses que ça. Ah, OK. Hem, fait que c'est quoi les comportements qui vont influencer justement la libération de dopamine-là? Tantôt, on en a ben, vous l'avez mentionné, il y a la musique, il y a la nourriture, ben, il y a l'orgasme aussi avec les relations. Y a-tu d'autres choses qui peuvent influencer la libération de dopamine? Ben, puisque la dopamine, a plusieurs rôles, il faut penser à c'est ça, toutes ces circonstances dans lesquelles, elle peut avoir un rôle. Disons le mouvement. Je parlais de la maladie de Parkinson tout à l'heure, donc dans la dopamine, c'est un messager important pour le mouvement. Donc i ça va de soi qu'en tout temps, il y a toujours de la dopamine qui est libérée dans les circuits dans notre cerveau qui contrôlent le mouvement. Quand on n'en a pas, on a des problèmes de mouvement. Mais finalement, on n'a pas besoin d'un stimulus particulier pour le déclencher. Ça fonctionne toujours. Donc, si moi, je me déplace d'un bout à l'autre d'une pièce et je marche, un comportement de locomoteur de base, il y a de la dopamine qui est libérée. Si je cours, si je fais du jogging, oui, il y a de la dopamine qui est libérée aussi. Mais il y a pas de, c'est pas des circonstances qui vont faire qu'il y a juste la dopamine qui est libérée. Là. Toutes ces circonstances-là mettent en fonction une majorité des systèmes dans notre cerveau. Donc, ça ne fonctionne pas finalement en petit tiroir, le cerveau, hein, tout fonctionne un peu ensemble. Donc, dans une circonstance physiologique, encore une fois, je fais du jogging sur la rue, j'ai besoin de la dopamine, elle va être libérée en tout temps. Donc, on ne peut pas dire que la dopamine, là, on va la déclencher de façon très ciblée. Mais si on revient à l'exemple de la motivation, l'exemple que je donnais tout à l'heure, on se déplace, puis là, on passe, je sais pas moi, devant une pâtisserie, puis là, on est rendu à une étape dans la journée où on a vraiment faim. Bien là, l'odeur, certainement, va déclencher un pic de dopamine, là, parce que là, ça va nous orienter, ça va nous faire réfléchir. Ah, peut-être que je devrais arrêter à la pâtisserie, m'acheter quelque chose. J'ai vraiment faim, puis là, tu sens l'odeur, puis euh, l'expérience a peut-être pas été faite exactement comme ça, Non, non. mais je présume que dans une circonstance comme ça, il y aurait une augmentation de dopamine qu'on pourrait détecter dans le cerveau. À chaque fois qu'il y a un stimulus dans l'environnement aussi qui est important physiologiquement, qui est saillant, donc la dopamine va augmenter. Juste un son, on est en vélo sur la rue, il y a un auto derrière nous qui nous klaxonne, c'est sûr qu'il va y avoir une augmentation de dopamine aussi, là. OK, ben, c'est intéressant, là, je comprends un peu mieux, là, comment ça fonctionne. Hem, moi, j'entends souvent, ben, en fait, moi, je le vis aussi, mais exemple, aller à la salle d'entraînement ou faire un exercice comme aller faire du jogging. Tu sais, souvent, après ça, on a un état où comme on se sent bien, on Le a fait de bien-être l'effort général, physique. ouais. Là, est-ce que ça a un lien avec la dopamine ou plus Là, ou moins? on revient à l'exemple C'est encore tout à l'heure le mélange de de la tout, là? dopamine comme hormone du plaisir. Là, c'est pas tout à fait le cas. Puis non, le high du jogger, c'est pas la dopamine, ça. Mais quand on fait de l'activité physique assez intense et pendant une certaine période de temps, on met en action dans notre cerveau plein de systèmes, mais pas juste la dopamine. Mais la dopamine, c'est sûr que ça fait partie du mélange. Mais cet état de bien-être général qu'on ressent après une activité physique intense, c'est pas un neurotransmetteur. On peut pas l'attribuer à un neurotransmetteur. Vous avez peut-être déjà entendu parler aussi des endorphines, qui est Ouais, exact, ben, c'était mon autre point aussi, ouais. une autre classe de messagers chimiques, hein. C'est un neurotransmetteur aussi, là, ces molécules-là, les endorphines. Et elles aussi, ils sont libérés dans toutes sortes de circonstances. C'est des systèmes des messagers chimiques qui sont des régulateurs de notre cerveau. Et oui, c'est sûr que dans un contexte d'activité physique, il y a aussi des endorphines et d'autres peptides, on appelle ça des neuropeptides, qui sont libérés puis qui vont contribuer aussi à cet état de bien-être général. Quand on bloque ces systèmes-là, il y a des molécules pharmacologiques qui peuvent bloquer, disons, les récepteurs des endorphines. Puis quand on prend ce genre de molécules-là, ça donne un sentiment de mal-être. Donc, on voit que de là, on peut conclure sûrement que les endorphines ont un rôle positif, mais ils ont aussi un rôle important dans la douleur. Donc,
Si on bloque ces systèmes-là, on est dans un état plus sensible aussi. Donc, encore une fois, on est moins à l'aise, on est moins bien dans notre corps si on bloque ces récepteurs-là. OK, ben, c'est intéressant. Il y a beaucoup de choses que je pensais que c'était la dopamine exclusivement, mais là, je comprends, il y a vraiment plein d'autres choses, là, qui peuvent être liées à ça, là. Ben, c'est intéressant parce que justement, c'est ça, souvent la dopamine, on l'associe à tout ce que j'ai dit, le plaisir, l'entraînement physique et tout. Mais c'est le fun de savoir qu'il y a plusieurs choses qui sont en lien avec ça. C'est pas juste la dopamine, là. Il y a plein de Hem, recherches là, sur comment l'exercice physique influence notre cerveau. Puis chaque système qu'on étudie sont affectés là, par l'entraînement physique, en fait. j'entends beaucoup aussi, en lien avec le fitness, c'est les bains de glace, on l'entend souvent. Les gens qui font un bain de glace, tu as l'impression d'avoir un pic de dopamine, puis que cette dopamine-là te suit toute la journée, puis que tu as un état d'éveil ou un bon sentiment toute la journée. Mais là, ça, j'imagine, c'est ça, c'est pas juste la dopamine qui joue là-dedans. Non, non, OK, clairement pas. OK. Puis est-ce que les relations avec, ben, tes relations, mettons, amicales, interagir avec des gens, ça peut jouer aussi sur la dopamine, j'imagine? Oui, certainement, mais pas de façon spécifique. Pas de façon spécifique. Il y a plein de systèmes qui sont impliqués dans nos interactions sociales. Euh, mais la dopamine, c'est pas vraiment un système qui est activé de façon spécifique par les interactions sociales. OK. L'ocytocine, vous avez peut-être entendu parler de cette molécule. De nom, mais je peux pas dire c'est quoi Ocytocine, exactement. c'est un autre hormone qui est aussi impliqué dans la grossesse, puis, mais qu'on a tous dans notre corps, là, puis qui est un messager qui est très important pour l'attachement. Donc, quand on interagit avec quelqu'un, disons dans le contexte d'une relation amoureuse, il y a ces systèmes-là, finalement, sont activés de façon, puis bon, ça va contribuer finalement à renforcer la relation interpersonnelle. Donc, il y a des systèmes dans le cerveau qui commencent à être connus comme étant importants pour ce genre d'interaction interpersonnelle. Mais la dopamine, pas spécifiquement. OK. Hem, je veux parler justement un petit peu plus en lien avec le Parkinson, parce que je pense que c'est une de vos spécialités. Pour bien comprendre le rôle de la dopamine avec le Parkinson, est-ce que c'est un déséquilibre de dopamine? Je pense que vous l'avez dit tantôt, c'est qu'on en a moins essentiellement? Ouais, on en a moins, puis c'est un processus graduel. Donc, on s'en rend compte juste quand on a passé un certain seuil. Et pourquoi on en a moins? Ben, c'est parce que dans le cerveau de quelqu'un atteint de la maladie de Parkinson, on perd des cellules qui produisent la dopamine. Donc, dans le cerveau humain, on a quelques centaines de milliers de cellules qui produisent la dopamine. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas beaucoup considérant les milliards de cellules qu'on a dans notre cerveau. Donc, c'est une petite population globalement de neurones qui produisent la dopamine. Puis, normalement, là, pour la plupart d'entre nous, on conserve ces cellules-là toute notre vie. Mais avec le vieillissement, quand même, ça baisse. On en perd des neurones. On perd des connexions dans notre cerveau avec le vieillissement normal. Quand on dépasse un certain seuil de perte de connexion, on peut avoir des maladies comme l'Alzheimer qui se développent, d'autres formes de démence. Mais pour la plupart d'entre nous, dans un vieillissement normal, on perd des connexions, on perd des neurones, mais on maintient quand même globalement assez de ces systèmes-là pour fonctionner jusqu'à la fin de notre vie. Il y a des personnes qui, pour une raison inconnue, subissent une sorte de vieillissement accéléré de leur cerveau. Les gens qui sont atteints de la maladie de Parkinson, c'est un peu ça. C'est comme si leur cerveau vieillissait un petit peu plus vite. Puis, dans le cerveau, les neurones qui semblent être les plus vulnérables à ce processus de vieillissement, c'est les neurones qui produisent la dopamine. C'est un peu comme le canari dans la mine, là. C'est l'expression que vous connaissez peut-être qui veut dire le maillon faible de la chaîne. Dans notre cerveau, les neurones à dopamine, ça semble être un maillon faible. Et quand on en perd trop, là, on commence à avoir des problèmes de mouvement. Mais en même temps, notre cerveau, il est super efficace pour compenser. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'exemples comme quelqu'un qui subit un accident vasculaire, une personne âgée là, qui va subir un accident vasculaire cérébral. Il y a une petite région dans le cerveau là, pour laquelle il y a un caillot de sang qui s'est formé, ça bloque un vaisseau, puis là, hop, il y a une région dans le cerveau là, qui dégénère. La personne peut être paralysée d'un bras, par exemple. Puis là, ben, elle va se retrouver à l'hôpital, puis elle va être en récupération pendant longtemps. Puis peut-être qu'elle ne va jamais retrouver toutes les fonctions normales, mais pour beaucoup de gens, il va y avoir une forme de récupération, même s'il y a peut-être des milliers de cellules qui sont mortes à l'endroit du caillot dans le cerveau. Les autres neurones ont compensé. Le cerveau est vraiment très bon pour ça, compenser, parce que normalement, le nombre de cellules qu'on a à la naissance dans notre cerveau, là, on l'a pour le reste de notre vie. Et il n'y aura pas beaucoup d'autres cellules qui vont être produites dans notre cerveau. Donc, on a avantage à les garder fonctionnelles toute notre vie.
Mais inévitablement, on perd des connexions, mais il reste que le cerveau s'adapte. Et dans la maladie de Parkinson, pour revenir là-dessus, c'est un peu ça qui se produit pendant des décennies. Les gens sont probablement en train de perdre des neurones année après année après année, mais ils réussissent, les cellules qui restent réussissent à compenser, à travailler un petit peu plus fort. Mais quand on passe un certain seuil, si on a perdu quelque chose comme 60-70% de notre dopamine dans le cerveau, là, ça commence à être difficile de On compenser. commence à voir les effets, C'est ça. Puis là, la personne va avoir un petit tremblement qui va apparaître dans une des 2 mains, pas les 2, juste une. Puis là, ça vient, ça part. Puis à un moment donné, par contre, ça se détériore. Il y a d'autres symptômes qui apparaissent. La personne a de la difficulté à initier, le mouvement. Là, ils sont comme figés sur place. Il y a toutes sortes de symptômes qui apparaissent. Puis là, la maladie est diagnostiquée. Puis après ça, ben, on ne peut pas retrouver les cellules qui sont perdues. non, c'est ça. Parce que fait qu'à notre naissance, on a les cellules qu'on va avoir sensiblement pour le restant de notre vie. C'est ça. Le cerveau ne peut pas en créer des nouvelles, Il là. y en a un petit peu à certains endroits dans le cerveau de la production de nouvelles cellules, mais c'est limité. Puis le Parkinson, essentiellement, on ne peut pas le détecter d'avance. Tu sais, là, vous avez dit que c'est graduel sur, ben, quasiment des décennies, là, de ce que je comprends. Ouais. Mais ça ne peut pas se détecter, quelques années Idéalement, c'est ça qu'on avant. voudrait, hein. On voudrait pouvoir détecter à l'avance, puis comme ça, on pourrait peut-être aider les gens à ralentir la perte des cellules. Et dans la maladie de Parkinson, pour revenir à l'activité physique, c'est justement, probablement la seule chose qu'on peut faire présentement. Il y a de la médication là, qui diminue les symptômes, mais si on veut essayer de mettre toutes les chances de notre bord puis ralentir le processus pathologique, c'est l'exercice physique intense qui semble être le plus efficace jusqu'à maintenant. On ne sait pas encore tout à fait exactement comment, mais l'activité physique semble jouer un rôle important. Puis pas mal partout dans le monde, là, les regroupements qui sont là pour aider les personnes atteintes de la maladie de Parkinson les encadrent pour recommencer à faire de l'activité physique. Dans bien des cas, les gens étaient sédentaires, puis là, ils commencent à bouger, puis ils commencent à voir le bénéfice. Puis on ne ramène pas des nouvelles cellules. Les cellules restent, sont mortes malgré tout, mais encore une fois, les capacités d'adaptation de notre cerveau sont sollicitées. Puis là, ben, finalement, les gens peuvent peut-être même se remettre dans un état physique mieux qu'ils étaient 20 ans avant parce qu'ils étaient sédentaires, mais bon, ils vont quand même pas, on ne peut pas compenser complètement pour la perte des neurones à dopamine, par contre. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour essayer de prévenir, en quelque sorte, la dégénération des cellules de notre cerveau? Y a quelque chose qu'on peut faire à ce niveau-là? Ou... Il n'y a rien de spécifique qu'on peut faire. Les recommandations générales, tu sais, qu'on entend souvent pour maintenir un bon état de santé générale puis éviter les maladies chroniques, c'est toujours les mêmes qu'on entend. Bien manger, éviter les abus de toutes sortes d'alcool et de produits trop gras ou trop salés ou trop sucrés, et l'activité physique régulière, et dormir comme il faut. Et ça, ce sont tous des choses finalement qui sont nécessaires qui sont en fait au diapason de notre biologie normale. C'est juste que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on est déconnecté un peu de notre physiologie normale. On est poussé des fois dans notre milieu de travail, puis à peut-être mettre beaucoup de ressources, finalement beaucoup de temps dans notre travail. On est écartelé en toutes sortes de demandes partout dans notre société. Le stress, Et le c'est stress associé au travail ou à toutes sortes d'autres choses, mais ce qui fait que dans une journée, on est très, très actif, toute la journée. On se couche peut-être 1 heure ou 2 plus tard qu'on devrait, puis, des fois, on n'a pas le temps de bien manger. Puis tout ça, c'est pas «normal» entre guillemets, hein, parce qu'évidemment, il y a quelques centaines d'années, notre corps était le même qu'on avait aujourd'hui, mais le mode de vie était complètement différent. Et là, on a le même corps que nos ancêtres d'il y a 100 000 ans, mais notre mode de vie n'est pas du tout le même, puis c'est certain que ça, c'est pas idéal pour notre physiologie. mmh OK, fait que ça revient tout le temps à la base, le sommeil, la nutrition, bouger, Ouais, éviter l'alcool, et cetera, là. c'est ça. Puis ça, c'est quand même documenté dans toutes sortes de modèles animaux aussi, que toutes ces manipulations-là vont améliorer l'état physiologique général du cerveau et des autres organes, et ça diminue les effets des maladies neurodégénératives sur notre cerveau. C'est pas la même chose que dire que si on est actif physiquement toute notre vie, on n'aura jamais de maladies neurodégénératives comme Parkinson ou Alzheimer. Ça, on peut pas malheureusement penser ça, mais c'est certain que si on est un jour ou l'autre pour être atteint d'une de ces maladies, le fait qu'on n'a pas été sédentaire, ça risque de nous donner un profil de symptômes plus modérés, donc avec une progression plus lente. On va mettre toutes les chances de notre côté. Hem et aussi, est-ce qu'il y a un lien entre la dopamine et la dépression?
Dans la dépression et dans d'autres maladies psychiatriques, on peut penser à la schizophrénie aussi, il y a souvent des états d'apathie. Ça veut dire que la motivation est très faible, on n'a pas envie de rien faire, on sent ça aussi, cet état-là, même quand on a une mauvaise grippe, là, tu sais, on est alité, on est enrhumé, puis on se sent pas bien, on a envie de rien faire. Mais dans ces états-là, c'est certain que notre cerveau, les systèmes dans le cerveau qui contrôlent la motivation, dont le système dopaminergique, sont hypoactifs. Donc, ils ne fonctionnent pas de façon optimale. La sécrétion de dopamine est probablement diminuée dans ces états-là. Donc, dans la dépression, dans la schizophrénie et dans la maladie de Parkinson, on peut vivre ces états d'apathie. Et encore une fois, chez l'humain, c'est très difficile d'être très, très précis dans notre lien entre des variations de neurotransmetteurs et des états physiologiques comme ça, mais selon ce qu'on connaît des rôles de la dopamine, c'est probablement la dopamine qui est en cause dans ces états d'apathie. D'autres neurotransmetteurs, on en a parlé tantôt, comme la sérotonine, ont certainement des rôles à jouer aussi. Fait que ça a quand même un lien sur beaucoup de choses, la dopamine, là. C'est impliqué dans beaucoup de maladies aussi. On peut penser à la toxicomanie, schizophrénie. On peut penser à la maladie de Parkinson, le trouble d'attention avec hyperactivité aussi. Donc, il y a beaucoup d'états pathologiques qui impliquent des problèmes de dopamine. Mmh. J'imagine qu'il y a beaucoup de recherches en ce moment pour, Oui, c'est essayer de comprendre, clairement, tout ça, là. c'est un des neurotransmetteurs sur lesquels il y a certainement le plus de recherches depuis plusieurs années pour ces raisons-là. Ça a des rôles physiologiques importants et des rôles dans des maladies. Donc, on peut étudier la biologie fondamentale de ce système-là d'une façon assez désintéressée, juste c'est quoi son rôle physiologique. Mais inévitablement, quand on fait des découvertes là-dedans, on améliore nos connaissances sur les maladies qui sont impliquées, qui impliquent des problèmes de dopamine. Ah, mais c'est intéressant. Je veux comprendre aussi le rôle de la dopamine avec la dépendance. Puis là, ça va peut-être revenir un peu au plaisir, là, comme on disait tantôt, mais on entend souvent que la dopamine, c'est lié à la dépendance. Tu sais, je vais prendre l'exemple des cellulaires. C'est un peu la question que tout le monde se pose. Tout le monde est accro un petit peu à leur cellulaire, il y a de la dépendance, puis on associe souvent ça à la dopamine. Est-ce Oui, qu'il y a un lien entre tout ça? oui, il y a un lien. Ces systèmes de téléphone intelligent, d'applications avec des notifications et tout ça, ça a été en fait assez spécifiquement conçu pour prendre avantage des faiblesses de notre cerveau. Donc, je le mentionnais tantôt, quand la dopamine est un système qui est activé assez puissamment par tous les stimuli physiologiques saillants. Donc, quelque chose là, qui sort de l'ordinaire. Quelque chose qui, il y a un son, il y a n'importe quel signal physiologique qui nous indique la possibilité d'aller chercher une ressource. Alors, un téléphone, c'est sûr qu'un message qui rentre, un texto ou un courriel ou un message qui provient des réseaux sociaux. Chaque petit ding, chaque petit son active notre système dopaminergique parce qu'il nous dit: «Ah, il y a peut-être quelque chose d'important». Puis là, on va voir. Puis les gens consultent de façon compulsive leur téléphone, même sans notification. Il y a des gens, c'est assez drôle. Moi, je regarde ça comme neurobiologiste. Ça me fascine de voir des gens, des fois, qui sont assis dans un restaurant, puis ils vont sortir leur téléphone à toutes les 2, 3 minutes, même s'il n'y a pas de notification, juste au cas où qu'il y a quelque chose. Ils sont conditionnés à leur téléphone. C'est le hit de dopamine essentiellement qu'ils recherchent, là, Ouais, c'est ça. Donc, chaque petit ding induit une augmentation de dopamine dans le cerveau. Donc, ça, ça induit notre cerveau en erreur, finalement. Ça lui dit qu'il y a probablement quelque chose de très important. Puis, ça arrive, évidemment, qu'on reçoit des messages très importants, mais probablement que 95 ou plus des messages qu'on reçoit ne sont pas importants. Puis, ça pourrait attendre à bien plus tard. Donc, moi, en tout cas, mes notifications sont toujours fermées sur mon téléphone. Je n'en active aucune. Puis, parce que je sais très bien qu'est-ce que ça fait. Puis, je le vois partout autour de moi. Même dans le milieu universitaire, il y a plein de gens qui, qui sont accros à leurs notifications. On va dans des réunions, puis ça, il y a des ding-ding partout, là, puis c'est vraiment c'est perturbant pour la concentration déjà, là, mais ça illustre le fait que tout le monde est un peu accro à ces notifications-là. Ça va vraiment chercher notre système dopaminergique. exact. Ça, est-ce que ça a un lien avec le, tu sais, le système de récompense essentiellement qui est lié à la dopamine? J'imagine que c'est un coup de dopamine ou un pic de dopamine, C'est ça, pardon. ça remplace la récompense, là, c'est vraiment ça. C'est un conditionnement, ça fonctionne un petit peu comme ça, comme un conditionnement secondaire. Disons que vous avez peut-être déjà entendu parler de l'expérience du chien de Pavlov. C'est une expérience Ouais, ouais, ouais. classique, hein, on sonne une clochette, on donne un morceau de viande, puis si on associe les 2 assez souvent,
La clochette induit la salivation chez le chien. Tu sais, on peut conditionner nos animaux domestiques comme ça assez facilement avec n'importe quelle petite clochette ou autre signal. Et donc, finalement, la clochette devient une récompense. Donc, c'est un stimulus qui est conditionné donc, à une récompense, mais finalement, elle devient dissociée. Juste en soi, c'est déjà une récompense. Exact. Mmh. Fait que la dopamine, est-ce qu'on peut dire qu'elle est responsable de l'addiction au téléphone que beaucoup de gens ont aujourd'hui? Ben oui, elle est activée systématiquement dans ces contextes-là. Donc, si on prenait un médicament qui bloque les effets de la dopamine, on pourrait empêcher ça. Mais en même temps, J'imagine que ça n'existe pas. oui, Ça existe? ça Ah ouais? existe, mais c'est utilisé pour d'autres choses, comme par exemple les antipsychotiques, les médicaments qu'on utilise pour le traitement de la schizophrénie. Ce sont des bloqueurs de certains récepteurs de la dopamine. Mais quand on prend ces médicaments-là, on tombe aussi dans une sorte d'état d'apathie. Donc, c'est un bien pour un mal. Si on est schizophrène, puis on entend des voix, puis notre vie est perturbée, ben, ça vaut la peine de bloquer un peu le système dopaminergique. Mais pour la plupart des gens qui ne sont pas atteints de maladies comme ça serait un peu un problème là, de prendre des médicaments comme ça de façon large, juste pour, disons, être moins dépendant de son téléphone. On ne pourrait pas justifier ça. Ah, exact. Mmh. Donc, il n'y a pas de façon facile, disons, de bloquer cette dépendance C'est envers d'éteindre les l'utilisation. notifications, d'essayer d'avoir son téléphone plus loin un peu, pas tout le temps dans sa poche, C'est ça. C'est les ça. exemples classiques qu'on entend tout le temps. Ouais. Et c'est aussi pour ça qu'on veut éviter que les enfants aient accès à ce genre de trucs trop jeunes dans leur vie. Est-ce que ça pourrait avoir un impact? Tu sais, aujourd'hui, les jeunes, je pense, de plus en plus jeunes ont accès à un téléphone ou même une tablette. Ça, est-ce que ça peut avoir un impact sur le développement de l'enfant? Oui, il y a plein de spécialistes. Moi, c'est pas mon domaine, mais il y a plein de spécialistes dans le domaine qui partagent des consensus à l'occasion. Puis il y en avait un d'ailleurs dans le journal c'est dans la presse, mettons, à Montréal, ici, la semaine passée, il y avait un article qui était partagé là-dessus qui faisait état d'un consensus qui avait été publié dans une revue scientifique récente. Là, puis ça devient assez clair comme consensus dans la littérature. C'est que oui, chez l'enfant très jeune, toutes ces technologies-là sont néfastes pour le développement social et l'apprentissage en général. C'est difficile, évidemment, de barrer tout ça dans la vie aujourd'hui parce que c'est si répandu, mais comme parents, les gens ont quand même des choix à faire, puis ils peuvent, si possible, retarder ça quelques années ou plus. Il y a beaucoup de pays, d'ailleurs, dans le monde pour lesquels l'abonnement à des réseaux sociaux est interdit en bas d'un certain âge. C'est difficile Ah oui, c'est vrai, j'avais à- déjà entendu ça, ouais. ah oui, plein de pays, là, c'est 14-15 ans. Et pourquoi on ne peut pas avoir un compte sur un réseau social? Ben, c'est la même raison pour laquelle on ne devrait pas avoir un téléphone en bas âge. Là. C'est parce que c'est perturbant pour le développement psychosocial. Puis est-ce que ça peut conditionner l'enfant à ce que parce que quand il justement, il y a ces pics de dopamine-là avec son téléphone, sa tablette, est-ce que plus tu es exposé à des pics souvent, exemple quand tu es jeune, est-ce que ça peut avoir un impact sur ta dépendance ou est-ce que ça peut avoir un impact plus tard, mais vraiment, tu sais, sur le système dopaminergique? Il est probable que oui. C'est de la recherche qui n'est pas facile à faire parce que ça doit se faire sur des longues périodes. Et ça, c'est un phénomène qui est quand même assez nouveau. Ça fait des téléphones intelligents, on en a depuis plusieurs années, là, mais que les enfants, disons, de 10 ans et dans ces eaux-là, et même plus jeunes, aient des téléphones, ça, c'est quand même nouveau. Donc, il y a certainement des gens qui font de la recherche là-dessus actuellement, là. Moi, c'est pas le genre de recherche que je fais, mais je suis certain que ça, c'est le genre de questions qui se posent présentement. Est-ce que ça va influencer le développement physiologique normal du cerveau des jeunes enfants? Puis ça pourrait peut-être influencer leur propension à développer des dépendances envers d'autres choses plus tard dans leur vie. Mmh. Ça devient une certaine addiction à la dopamine. Est-ce Ben, c'est un peu effectivement ça. C'est un peu qu'une sorte d'addiction qui se développe à des outils technologiques, comme on peut développer une addiction à la nourriture. puis est-ce que justement, ben, c'était mon autre point, c'était un peu de comprendre l'effet de la dopamine et l'addiction. Tu sais, je pense en tout cas, le plus gros exemple, c'est les drogues. Souvent, on l'entend beaucoup, là, l'usage de drogue dure ou peu importe la drogue. Ça va créer une addiction. Essentiellement, c'est-tu qu'on est, on a une addiction à la dopamine en tant que telle? Parce que c'est ce pic de dopamine-là qu'on recherche à chaque fois qu'on l'utilise. Oui, ben, c'est le point commun de pas mal toutes les drogues d'abus. C'est qu'ils vont augmenter les niveaux de dopamine dans le cerveau. Cocaïne, amphétamine, héroïne, alcool, toutes ces molécules-là, d'une façon, par des mécanismes différents,
Ils ont quand même comme effet commun d'augmenter les niveaux de dopamine dans le cerveau. Et la cocaïne, c'est l'exemple peut-être le plus frappant, là, quand on prend de la cocaïne, ben ça bloque les systèmes dans notre cerveau qui sont responsables de récupérer la dopamine qui a déjà été libérée. Alors, quand on bloque ces systèmes qu'on appelle les systèmes de recapture, ben là, la dopamine s'accumule dans le cerveau. Elle ne peut pas être ramenée à l'intérieur de la cellule. Donc, finalement, il y en a de plus en plus qui s'accumulent dans le cerveau pendant une longue période de temps. Et là, c'est ça qui nous met dans cet état d'hypermotivation. Alors, ça crée un état de ça va influencer le fonction la ce qu'on un mécanisme dans le cerveau qu'on appelle la plasticité synaptique, c'est-à-dire la capacité du cerveau à se souvenir de toutes sortes de choses, hein. Donc, dans la mémoire, évidemment, on a besoin de cette plasticité. Chaque fois qu'on apprend quelque chose, il y a des connexions dans notre cerveau qui sont modifiées. C'est ce qu'on appelle la plasticité. Donc la toxicomanie, donc l'addiction, c'est un état de plasticité aberrant. C'est comme si, là, notre cerveau devient dans cet état où il est tout le temps à la recherche de la drogue, une prise compulsive. Donc, quand on est rendu là, toutes nos ressources sont mobilisées à aller chercher la drogue au lieu de travailler, au lieu d'aller à l'école, au lieu de s'occuper de notre réseau social. Toutes les ressources sont mises là et ça nous amène dans une spirale, évidemment, négative qui souvent mène à perdre son travail, perdre son conjoint ou sa conjointe, puis se retrouver à la rue dans certains cas. Puis est-ce qu'on peut développer une résilience aussi? C'est souvent, dans des cas comme ça, très spécifiques, ils vont tout le temps vouloir plus, 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 plus. Est-ce que c'est parce que tu développes une résilience à la dopamine, au pic de dopamine? Ah, que comme si on était désensibilisé, vous voulez Ouais, dire? exact, Ouais. dans un sens. Pas tout à fait, non. Pourquoi pourquoi la prise est compulsive, là, c'est parce que finalement, c'est comme si nos systèmes dans notre cerveau qui nous amènent à aller chercher des ressources sont comme mal câblés avec le temps, là. C'est comme si on apportait tellement d'importance à ce truc-là dans notre vie que tout le reste, on le laissait de côté, tu sais. Donc c'est encore une fois une forme de plasticité qu'on appelle synaptique aberrante dans notre cerveau. C'est vraiment un problème de câblage du cerveau. Puis une fois que c'est rendu dans cet état-là, c'est très, très difficile de revenir à l'état normal. Il y a toutes sortes de cures de désintoxication qui existent, mais les gens qui sont tombés là-dedans sont toujours susceptibles dans le futur de retomber dans cette spirale de consommation. Donc, c'est pour ça que c'est un peu comme les gens qui sont alcooliques. Même s'ils arrêtent de boire, ils sont toujours plus à risque que n'importe qui d'autre de retomber là-dedans. C'est pour ça qu'ils doivent avoir beaucoup de groupes de support autour d'eux, comme les alcooliques anonymes et autres organisations du genre qui visent à justement maintenir la personne le plus loin possible des tentations. Puis mais fait qu'on peut pas développer une résilience ou une désensibilisation à la dopamine. Ça Non, s non. Mais clairement, il y a des gens qui sont moins susceptibles de développer de la toxicomanie comme ça. Dans une population, là, même si on pense à des gens qui ont déjà essayé de la cocaïne, la plupart des gens n'ont jamais essayé de la cocaïne, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont essayé quelques fois dans leur vie, une fois ou deux fois, puis ils ont arrêté. Mais il y a quelques personnes, eux, aussitôt qu'ils en prennent une fois, deux fois, là, ils sont accrochés, puis ils retournent tout le temps vers ça. Puis on ne sait pas pourquoi il y a une si grande hétérogénéité, pourquoi il y a des gens qui tombent là-dedans et d'autres pas. Pour la plupart des gens, on voit ça, puis on se dit, ben voyons, tu sais, moi, je ne voudrais jamais aller vers ça, cet état-là, tu sais, consciemment, là. Mais c'est des processus inconscients là, qui sont mis en action. Chez certaines personnes, ça devient comme ils pensent juste à ça. Ben, pourquoi eux et pas le voisin à côté, on ne sait pas vraiment. exact. Un peu comme la nicotine aussi, il y en a qui deviennent, dépendants de la nicotine. Oui. Ça a un Ça lien avec la aussi, dopamine aussi, c'est le même exact. principe. C'est le même principe. La nicotine agit sur des récepteurs qui sont très abondants sur les neurones à dopamine, puis ça stimule la sécrétion de dopamine. Puis est-ce que ça pourrait être que, exemple, quand certains gens vont, fumer une cigarette et avoir de la nicotine, eux, ils ont un pic de dopamine beaucoup plus élevé que d'autres, donc eux ont peut-être plus de risques, entre guillemets, de devenir dépendants? Oui, c'est une hypothèse qui a été proposée, effectivement. Peut-être que c'est une question de le système dopaminergique de certaines personnes réagit plus à certaines drogues que pour d'autres personnes. Ça, c'est un fait ou ça, c'est ce qui est étudié? C'est étudié dans les modèles animaux, il y a des données expérimentales qui suggèrent ça. Même, on peut penser, ça peut paraître surprenant, là, même des souris ou des rats, on en prend 100 puis on va leur donner de la cocaïne. Il y en a un petit groupe là-dedans qui va développer une toxicomanie, prise compulsive de drogue, et d'autres pas. Donc, il y a la même hétérogénéité dans d'autres espèces animales. C'est pas juste humain, finalement, comme situation. Les primates non humains, les rongeurs.
on voit le même genre de phénomène. Ah ouais, OK, c'est intéressant. Mmh. Puis est-ce que c'est le même principe avec la caféine aussi? Je pense que la caféine, ça agit aussi avec la dopamine. Oui, la caféine, ça fait quand même beaucoup de choses différentes. C'est pas juste la dopamine, mais c'est aussi une sorte d'état de dépendance. Mais contrairement à d'autres drogues, pour la plupart des gens, c'est pas compulsif. C'est un rituel, par contre. Là, les gens vont conserver de la consommation pas mal tout le temps. Puis il y a une dépendance psychologique, dans le sens qu'il faut absolument avoir son café le matin pour commencer sa journée. Mais quelqu'un qui en prend pas va pas avoir des symptômes de sevrage intense, là, comme quelqu'un serait qui serait toxicomane, habitué de prendre de la cocaïne ou des drogues comme ça. Mais il y a quand même des symptômes de sevrage là, pour certaines personnes qui sont très sensibles à la caféine. Moi, c'est mon cas d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, moi, j'en prends à l'occasion, mais si j'en prends tous les jours, là, une journée, j'en prends pas, je vais avoir les mal de tête, puis tout ça. Ben, il y a beaucoup de gens comme ça, hein, puis Ouais, ben, c'est vrai, il y en a où d'en prendre exemple l'après-midi, il y en a que pour qui ils sont vraiment pas capables de dormir, le soir après, là, c'est ça. Ça montre bien comment notre cerveau est différent d'une personne à une autre. C'est pourquoi il y a des gens très sensibles à la caféine, d'autres pas. On ne le sait pas vraiment. Il y a plein de variations génétiques, évidemment, dans la population en général, là. Et la recherche en génétique cherche aussi à identifier ça, des facteurs de prédisposition à la toxicomanie ou à d'autres formes de maladies qui impliquent le système dopaminergique. Puis les progrès génétiques nous amènent graduellement à identifier des gènes qui sont des régulateurs de toutes sortes de ces états comme ça, dont la toxicomanie. Sinon, moi, j'aimerais savoir un petit peu, est-ce qu'il y a des façons que je peux utiliser la dopamine, tu sais, dans mon quotidien, mais tu sais, un peu à mon avantage? Y a-tu façon de jouer avec ces niveaux de dopamine, mais tu sais, de façon positive pour, je sais pas, être plus motivé au travail, être plus motivé à X? Ouais, il n'y a pas de façon évidente de ça, mais si on revient à l'exemple du café, quelqu'un qui en consomme pas beaucoup, comme mettons, moi, je prends rarement du café ou je prends du décaf. Ben, une journée, là, si, c'est pas si je vais faire une longue sortie de vélo à la fin de semaine, puis je vais faire 150 kilomètres, là, je prends le café le matin, puis là, ma performance va être bien meilleure parce que là, mon intensité, mon niveau de fatigue va être moins élevé qu'à l'habituel. Donc, là, j'utilise la caféine vraiment comme un psychostimulant. Fait que là, c'est un effet à court terme. Bon, c'est pas dans une compétition, c'est pour le plaisir, il n'y a pas d'impact. Mais si je faisais la même chose, si j'étais un cycliste professionnel puis je prenais, de l'amphétamine avant une course, ben là, oui, ça aurait ce genre d'effet-là, mais ça serait, une façon, illégale de stimuler le système dopaminergique. Mais des façons légales, et simples et physiologiques de stimuler notre système dopaminergique, à part comme ça des drogues légères comme la caféine, il y a pas de recette miracle, mais il reste que encore une fois, le repos, c'est d'avoir un état physiologique, normal, avoir assez de sommeil, puis bien manger. Ça fait que c'est sûr que tout ça, ça met notre système dopaminergique dans le meilleur état possible. Mais ça, c'est pas un truc une fois, c'est un mode de vie. Exactement. Bon, ben, c'est bon à savoir. Le chocolat, je suis curieux. Parce que Ouais, là, je viens de penser, le chocolat, c'est quand même, une molécule qui contient il y a dans le chocolat, il y a de la théobromine qui est une molécule, c'est pas mal pareil comme la caféine, là, c'est un psychostimulant léger aussi. Souvent, on n'en consomme pas assez des grandes quantités pour que ça ait un gros effet stimulant, mais on le sait, ça a un effet sur l'éveil aussi quand même, quand on en prend une certaine quantité. Donc, du chocolat, c'est plaisant au point de vue gustatif, ça, il y a juste un effet de plaisir général, mais il y a un léger effet, stimulant. ça joue un petit peu sur la dopamine. Oui, C'est un effet de récompense essentiellement, là. c'est ça, ouais, comme la caféine. Exact. Écoutez, pour terminer, moi, je suis curieux de savoir un petit peu votre point de vue. Tu sais, la dopamine, de ce que je comprends, il y a beaucoup de positifs, il y a beaucoup de négatifs. Fait que, tu sais, est-ce qu'on peut dire que la dopamine, c'est comme un peu un couteau à double tranchant, qu'il faut savoir, c'est bien jongler avec ça et de faire attention avec la dopamine? Ben, il y a pas beaucoup de côtés négatifs, hein, c'est encore Ben, une je parlais de fois, l'addiction ou, tu ouais, sais, la l'addiction, là, dépendance, c'est ça, c'est effectivement, c'est un système qui nous rend potentiellement, susceptibles à développer une dépendance. La prise alimentaire aussi, tu sais, c'est quelqu'un qui mange vraiment trop tout le temps, puis qui a vraiment toujours faim, puis pris par la nourriture, ça devient comme ça une compulsif. C'est pas «normal» entre guillemets, mais on n'a pas encore de très bonne façon de contrôler ça. Donc, notre système dopaminergique, c'est ça qui nous rend susceptibles à peut-être des addictions de ce genre-là, à la nourriture ou aux drogues. C'est peut-être effectivement le côté négatif de la dopamine, mais c'est un système essentiel dont on a besoin dans notre vie de tous les jours pour maintenir notre motivation normale dans la vie de tous les jours. Donc, évidemment que
C'est un système qui est très important pour nous tous. Mais, le seul point négatif, c'est ça, c'est de que en anglais, on dit hijacking, tu sais, c'est un système qui peut être pris en otage un peu par des circonstances là, problématiques de la vie comme la toxicomanie. Mais pour la plupart des gens, évidemment, on n'est pas si susceptible que ça de tomber là-dedans. Fait que moi, je garde en tête la dopamine, c'est positif, c'est bon pour la motivation, pas le plaisir, on comprend que c'est pas associé à ça, mais c'est bon, c'est super bon. Est-ce qu'il y a un endroit que les gens peuvent aller voir un petit peu ce que vous faites, les recherches ou que les gens peuvent vous Oui, suivre? oui, certainement. Moi, j'ai un site web, de mon équipe de recherche à l'Université de Montréal et c'est labotrudeau.org. Parfait, je vais Faut pouvoir aller le voir mettre en lien là, dans ouais. la description, là. Excellent. Fait que là, on peut aller Sinon, voir un peu, ouais. sinon sur le site de l'Université de Montréal, il y a aussi, un répertoire avec tous les chercheurs dans le domaine des neurosciences et de la santé mentale. Ça s'appelle Sensum, Sensum. Et c'est un site web où moi je me trouve, mais il y a aussi également de nombreux autres chercheurs de l'Université de Montréal qui travaillent sur le cerveau et il y en a d'autres également qui travaillent sur la dopamine, là. Excellent. Parfait, ben, merci beaucoup, pour votre temps. Ça a été un plaisir.